Cette semaine, dans le balado, on passe des vacances d'été un peu lugubres dans une cabane au bord d'un lac et on confronte Michael Myers pour une dernière fois, vraiment. Mon nom est Patrick Marleau, vous êtes en compagnie de Jean-François Breton et bienvenue au balado Mon Ciné. Salut Jeff. Salut Pat. Comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, j'écoute plein de films d'horreur ces temps-ci. Mais je dors quand même bien. Parfait. Ouais, pas trop de cauchemars. Non, ça va. Et toi? Ben écoute, moi j'étais très excité d'arriver à cette semaine, d'assister, de voir enfin l'ultime confrontation entre Michael Myers et Laurie Strode dans ce dernier installement qu'on nous dit d'Halloween. Et en même temps aussi, il y avait un autre petit film qui piquait ma curiosité, Falcon Lake. Oui. Film québécois de Charlotte Lebon, premier film. Donc, on va vous jaser de tout ça, un peu nos impressions. Oui, je vais avoir des questions pour toi sur Halloween aussi, là, justement. En parlant de confrontation ultime, là, je me souviens pas si dans toute la saga, ils s'étaient déjà rencontrés, mais on peut en parler tantôt. Ben si oui, tu veux, on peut faire le alors, tour des actualités d'abord. Puis, on y reviendra avec plaisir. Oui, ben restons dans la thématique Halloween, car le réalisateur de cette nouvelle mouture, David Gordon Green, officiellement annoncé, ou en tout cas s'apprête à débuter le tournage de son prochain projet, qui n'était pas un secret, là, qui avait déjà mentionné qu'il voulait je me souviens pas. relancer The Exorcist. Il va faire le même exercice qu'Halloween. Alors, il va faire une suite qui évacue toutes les autres continuités vraiment au film d'époque de 1973. Mais y a-tu... Je savais même pas qu'il y avait eu d'autres exorcistes. Ouais, il y en a eu deux autres. Il y a eu un prequel il y a quelques années. Aussi, ouais, c'est ça. Puis, donc, nouvelle quand même intéressante. La comédienne d'époque, pas celle qui jouait Megan, mais Reagan. Celle qui jouait Reagan, mais Ellen Burstyn qui jouait sa mère. Donc, va revenir. C'était elle, ouais. Je savais même pas. Ouais. Okay. Donc, elle a accepté de reprendre son rôle. Donc, j'imagine qu'il va y avoir une Reagan adulte, mais qui ne sera pas jouée le nom. Je peux pas parce qu'elle est décédée? Ou... Non, elle est toujours vivante. Mais elle n'a pas vraiment tourné après des petites affaires. Non, établie et tout ça. Là. Mais c'est une trilogie qu'il veut faire? C'est une trilogie, quand même. Donc, déjà, t'as annoncé d'avance. À gros budget. Écoute, Universal ont injecté quelques centaines de millions. Là, donc, vraiment, gros budget. On va voir si la magie va frapper deux fois. Puis si c'est encore avec Universal, c'est avec Blumhouse également? Je crois que oui. Bonne question, mais il y a de bonnes chances. Les mêmes producteurs que pour Halloween. Ouais. C'est ça ma question. Donc, premier film sortira le 13 octobre 2023. OK, déjà l'an prochain, on est prêt. Donc, on est fin prêt parce qu'en plus, 2023... ce sera les 50 ans du film original, donc c'est sûr qu'il va y avoir, j'imagine, certaines célébrations entourant tout ça, probablement même une ressortie en salle du film. Je serais prêt à parier là-dessus, donc on va évidemment fêter ça en grand à Hollywood, donc à suivre. Ouais, mais je suis sceptique. Je suis quand même très excité de voir comme une nouvelle mouture de bonne qualité et tout. Parce que quand il avait proposé, écoute, c'est dans le thème, là, le Halloween de 2018, il y avait une belle fraîcheur dedans, le fait de ramener les personnages originaux, les acteurs et tout. Mais c'est ambitieux de faire une trilogie autour du même phénomène, mettons, du même incident et de tout. Effectivement, ça aurait été peut-être plus prudent de faire juste un film, testons, voir si l'intérêt est là, si c'est intéressant, puis après ça. Tu disais qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur la table et tout, je suis curieux de voir, parce qu'une des forces d'Halloween et avec Blumhouse, c'est des films qui coûtent pas trop cher. Je pense que pour Blumhouse, c'est quand même des grosses productions, là. Je pense une vingtaine de millions par film. Là. Pour eux, c'est des grosses sorties. Mais après ça, tu le sais que les 3 prochains Halloween, je veux dire, les mois d'octobre, là, dans le sens, si tu te poses pas la question, tu as ton film d'horreur canné, ceux qui tu vas tout le temps avoir une quantité qui vont revenir voir le suivant. Toujours du monde qui débarque un peu de film en film, mais si ton premier marche, tu te garantis les autres. Peut-être si le premier se pète la gueule, ils vont peut-être tirer à la plug. Peut-être. Ça va être à découvrir. Donc, tout ce qu'on souhaite, c'est que le scénario soit à la hauteur. En fait, et c'est la même équipe qui ont travaillé sur les Halloween donc, qui vont je sais pas si ça va être l'espèce de même démon, je me souviens plus son nom, qui va poursuivre, pourchasser pendant 3 films jusqu'à
L'enfermer, le piéger dans quelque chose, je sais pas. Ouais, ça semble beaucoup ambitieux, audacieux, mais on jugera du résultat une fois sur les écrans. Sinon, de gros mouvements dans l'univers des films Marvel. On était tout excités à l'annonce de Deadpool 3 il y a quelques semaines. La semaine passée. Ouais, déjà, la semaine passée, c'est ça. Donc, on a déjà annoncé finalement qu'il va y avoir un petit décalage. Alors, pour les amateurs, soyez avisés maintenant que le film sortira au mois de novembre 2024 et non septembre 2024, comme c'était annoncé originalement. Pour la simple raison que Blade, le fameux film avec le chasseur de vampires, qui devait sortir lui en novembre, a été repoussé en septembre 2024. Donc, lui, il prend la place de Deadpool. OK, il inverse les deux? Non, ils font juste décaler. Fait que dans le fond, Blade, au lieu de sortir en novembre 2023, lui sort en septembre 2024 à la place de Deadpool. Et puis là, on a tout décalé le reste. Je comprends. Donc, suite évidemment à l'annonce là, du réalisateur finalement qui a quitté le projet de Blade. Alors, on a mis la production évidemment. C'est ça, fait que le tournage n'était pas commencé. Non, on était en pré-prod, mais je pense devait commencer quand même là, dans les prochaines semaines. Alors, le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre. Ouais. Puis il y a Kevin Smith qui dit qu'il voulait jamais faire de Marvel et tout. Fait que la porte est ouverte. Pat, si tu veux envoyer ton CV comme première réalisation, ça peut être intéressant. Moi, je prendrais peut-être pas Blade, par exemple. C'est pas mon préféré. T'es piqué en plus. Donc suite à ça, le film qui devait sortir en novembre 2024, c'était Le Fantastic Four, qui lui est repoussé en février 2025. Alors, voilà pour Marvel. Dune, par exemple, les Warner ont saisi tout de suite la balle au bon parce que suite à ce changement-là, eux, ils ont pris la date de sortie de Blade. Fait que ils ont devancé quelques semaines. Ça, ouais, de 2 semaines, la sortie de Dune Part 2. Ça, c'est octobre... novembre. Ouais, début novembre, 3 novembre. OK, fait que dans à peu près 54 semaines, on va ça voir sent bien. On sait que Denis Villeneuve est en tournage présentement. Sinon, Tom Cruise fait qu'encore les manchettes cette semaine. On connaît son goût du risque et de l'adrénaline. Tu as sûrement vu passer la nouvelle. On avait déjà parlé qu'il voulait tourner un film dans l'espace. Ouais. Et là, il voudrait être le premier civil, donc pas un astronaute ou quelqu'un de la NASA, à vraiment aller prendre une marche dans l'espace et que ça soit filmé. Donc, ça fasse partie, évidemment, du film, de l'intrigue. Mais là, il dit le premier... Ben là, c'est tout le temps le premier app, et on rajoute un petit quelque chose, là, parce qu'il y a déjà des civils qui sont allés... Tu sais, Guy Laliberté est allé dans l'espace, mais il n'est pas sorti comme tel. Je comprends. Ouais, la petite nuance. Puis, il me semble qu'à un moment donné, il y avait une grosse compagnie de films érotiques qui voulait aller tourner un porn dans l'espace. Ouais, ça me dit quelque chose, sais pas si ça s'est fait ou pas. Puis, en tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont pas dû sortir nus. Fait que écoute, dans l'espace, tu n'en reviens jamais. Fait que pour moi, les scènes se passent dans le vaisseau, probablement. Mais écoutez, si vous avez vu le film, écrivez-nous. Alors, on ne connaît pas le titre du projet, évidemment, tout ça est gardé sous le mystère. C'est Doug Liman qui est le réalisateur, qui avait déjà collaboré avec Cruise pour le très bon film de science-fiction Edge of Tomorrow. Alors, on va suivre ça dans les prochains mois, parce que normalement, en fait, Cruise a même dit qu'il y a certaines séquences qui ont été tournées dans la station internationale. Okay. Probablement pas avec lui parce qu'on saurait s'il était en haut, là, mais en tout cas, il y aurait déjà un coup de manivelle qui a été fait là, par rapport au film. Donc, à suivre. Pour les nouvelles, moi, ça fait le tour. Ouais, moi aussi, j'ai... Bonne annonce? Ouais, ça il y en a plein. Ouais. La première, en fait, je pense qu'elle est sortie... évidemment, un peu après notre épisode la semaine dernière. Vous l'avez sûrement vu passer toute la fin de semaine. C'est le Super Mario Bros. Movie. Je pense pas qu'il est sorti en français encore. Je crois qu'il existe juste en anglais, mais c'est quand même très facile de comprendre. Fait que le film de Mario Bros. Qui va sortir cet avril-ci, là, avril 2023. Ça a l'air vraiment bien fait visuellement. Ouais. J'avais oublié, on avait déjà parlé, mais que c'était les studios Illumination. Fait que derrière toutes les mignons. Puis les mignons, puis voilà. Et on voit l'humour, là, dans la bande-annonce, cet humour-là des bons enfants est très présent. Ouais, exact. On voit King Bowser qui conquiert le village de petits... des petits pingouins et tout, qui font référence à un des énièmes volets des jeux vidéo, là, je sais pas lequel. Puis après, on voit un Mario qui est parachuté dans un monde de champignons, puis qui fait la rencontre de Toad, mais qui a l'air un peu désarçonné, puis
soit pas savoir pourquoi il est là ou pas savoir qui il est. Fait que je sais pas si ça va être à la Jumanji, genre un joueur qui est coincé dans l'avatar de Mario et que blablabla. J'avoue qu'il y a 2 choses aussi qui ont fait réagir. Bowser est pas doublé, mais c'est la voix de Jack Black. Et il n'y a pas la voix qu'on s'attendait à ce qu'il y ait. Il est comme assez sérieux, si on veut, là-dedans. En tout cas, pour les 3 répliques qu'il y a dans la bande-annonce. Puis par la suite, quand on voit Mario, c'est Chris Pratt qui joue Chris Pratt. Pas mal. Il y avait déjà certaines appréhensions quand le choix de casting avait été annoncé. Ouais. Donc, évidemment, les fans, les puristes qui s'attendaient à la fameuse voix du jeu vidéo Mario, ça ne sera pas ça. Ouais, pourtant, Charles Martinet est au générique, fait qu'il va faire la voix de je sais pas quoi. C'est pour ça que je me demande, il va-tu avoir, je sais pas, un jeu de Mario dans Mario ou qu'il fait la voix parce que c'est quelqu'un qui va jouer à Mario puis qu'une fois coincé dedans, là, ça va devenir sa propre voix. Je sais pas. Très bonne observation, effectivement. Ça va être à découvrir. Là, ça, c'est aussi c'est le teaser, la pré-bande-annonce. Fait qu'on va sûrement en avoir une autre en janvier, février, un peu avant que le film sorte. Et là, on va découvrir plus sur l'histoire, je présume. Mais vu le succès, la feuille de route d'illumination de ce studio-là, je pense qu'on peut parier sur un succès assuré. Ouais, c'est ça. En tout cas, visuellement, ils sont là. Puis pourtant, ils arrivent à faire de très beaux films avec des budgets beaucoup moindres que Disney, par exemple. Fait que je sais pas si c'est parce que c'est fait par des enfants dans des sweatshops quelque part. Mais en tout cas, chapeau. Ils sont juste efficaces. Restons du côté américain avant d'aller parler d'un film québécois. Pour les fans d'Hercule Poirot, alors sachez que Kenneth Branagh sera de retour pour une 3e fois. En 15 septembre 2023, on verra l'adaptation de Hunting in Venice, une des nouvelles moins connues d'Agatha Christie, qui se passe la veille d'Halloween à Venise. Oh, OK. Donc, intéressant à voir. Un casting un peu moins 5 étoiles, je dirais, des visages un peu moins populaires. Je dirais ceux qui sortent du générique qui ont été annoncés, c'est Michelle Yeoh et Tina Fey, qu'on a pu voir dans 30 Rock à la télé, donc Next de Saturday Night Live. Donc déjà là, un casting quand même assez intéressant. Donc à voir pour les amateurs du genre. Est-ce qu'il y a une bande-annonce qui est sortie? Ou... Non, on a juste annoncé officiellement qu'il revenait. On a tout de suite annoncé la distribution quand même. Voilà. Bande-annonce québécoise qui sort aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr, ça dépend quand vous écoutez. Positionne pour le gros film de Noël québécois. Ben voilà, en fait, c'est drôle parce qu'on n'arrêtait pas de voir des bandes-annonces d'horreur. Là, ces temps-ci, on a des nouvelles sur des films d'horreur, mais comme la semaine dernière, on avait Violent Night qui était comme les films de Noël s'en viennent. Là. C'était action de Noël. Et là, on est très dans la romance et les bons sentiments avec 23 décembre. Film réalisé par Myriam Bouchard, mais scénarisé par India Desjardins, qui est un projet coup de cœur qu'elle a cru abandonner souvent, mais qu'elle travaillait depuis une dizaine d'années. On avait discuté avec elle, ça fait quelques mois déjà, là, à Ciné-Québec. Là, fait que c'était quoi, en avril à peu près, je pense. Là. Dans notre épisode Ciné-Québec, on en parle. C'était déjà en tournage... Ou c'était à la fin du tournage, je pense. Je sais plus. Moi, je pense qu'il était en montage à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a des scènes qui avaient été tournées à Québec aussi, au Château Frontenac et tout. Fait que c'est un film choral. Il y a une ribambelle de comédiens et comédiennes. Virginie Fortin, Bianca Gervais, François Arnaud, Catherine Brunet, Stéphane Rousseau, Michel Barrette et Guylaine Tremblay et plus encore. Je repensais à ça. C'est-tu la première fois que Catherine Brunet puis Bianca Gervais rejouent ensemble depuis Le Monde de Charlotte? Écoute, je pourrais pas mettre ma main au feu parce que je suis pas tous les téléséries, là. Ouais. Mais ça se pourrait bien. C'est ça. Mais encore là, c'est un film choral, fait que je ne sais pas si même elles ont comme des scènes ensemble là-dedans. Je dois être honnête, quand j'écoute India parler de son projet, c'est sûr qu'elle s'en cache pas avec quelque chose à la Actuellement l'amour, Love Actually, Réellement l'amour, je pense. C'est même facture un peu Hallmark, là, tripe beaucoup ces films de Noël Hallmark, puis elle s'assume complètement. Exact, fait que c'est quétaine, mais c'est voulu, puis on y va, comme on dit, on boude pas son plaisir. Mais je trouve la bande-annonce atroce, là, c'est rare. J'ai hâte de voir le film pour vraiment... savourer pleinement, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, je ne veux pas médire sur le travail de personne, mais qui n'ont pas su comment canner ça dans la bande-annonce. Puis je pense qu'il aurait dû faire quelque chose de plus court, mais qui nous donne envie d'essayer de présenter toutes c'est quoi les mini-intrigues, puis ces choses-là. Puis ça fait quand même... J'ai quand même l'impression que j'ai vu presque tout le film en écoutant la bande-annonce. Puis bref, j'ai l'impression que ça y rend pas justice, mais...
Si vous êtes curieux, allez-y. On remet Damien Robitaille à la page. C'est quand même un album de Noël. Moi, j'adore Damien et cet album de Noël. Bientôt, ce sera Noël. Qui date quand même de 2018 ou 2019. Je pense que c'était ça, c'était Noël 2019, mais première année, ça n'a pas trop levé. Après, il y a eu la pandémie. Puis là, je pense que les Noëls suivants, il y avait plein de TV specials puis des choses comme ça, filmés en contexte pandémique. Puis là, son album a vraiment explosé parce que d'habitude... pour vrai, là, des albums de Noël, ça t'offre 1 ou 2 Noël, puis on n'en parle plus. Puis lui, ça va être comme son 3 ou 4, son 4e, je pense. Puis là, la musique est déjà dans une bande-annonce d'un film de Noël, fait que ça va relever à tout jamais. Là, tant qu'on se souvient aussi que Damien Robitaille fait pas juste la musique de Noël. Là. Voilà. Écoute, ça lui permet de payer ses petits trips, ses petites vidéos. Ouais, c'est ça. C'est cover. C'est cover, ouais, qu'il fait. Donc, à découvrir en salle le 25 novembre pour ce qui est de 23 décembre. 23 décembre sort le 25 novembre. C'est ça. Pas se mêler. Voilà. Puis moi, j'avais une dernière, je sais pas si t'en avais une. Non, moi, je voulais juste mentionner, parce que souvent, les films européens, on remarque moins l'arrivée des bandes annonces puisqu'ils ont souvent déjà pris l'affiche en Europe. On avait parlé quand même d'Astérix justement la semaine dernière. J'avoue que je l'ai écouté parce que tu me l'avais envoyé. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est L'homme de la cave de Philippe Leguet. En tout cas, dans le milieu, on savait que ça faisait un petit bout que Film Amérique avait les droits, mais on savait pas quand est-ce que le film prendrait l'affiche. Puis là, ils ont présenté la bande-annonce cette semaine. On parle d'hiver 2023. Fait qu'on n'a pas de date pour l'instant, mais j'imagine janvier, février, peut-être mars. Avec Jérémy Renier, Bérénice Bejo et François Cluzet. Ouais. Fait qu'on est dans le suspense... peut-être pas politique, là, mais c'est un couple joué par Renier puis Bejo qui louent ou vendent le sous-basement, vendent la cave comme dans leur complexe de condo à un monsieur joué par François Cluzet, mais que finalement s'avère être assez weird puis avec une fascination pour l'histoire nazie, des choses comme ça. Puis qui là se met à avoir de plus en plus d'emprise et dans le rôle de la famille sur leur enfant, des choses comme ça. Fait que c'est pas une histoire de meurtre, mais juste une histoire de... On semble jouer sur les complots, la fausse histoire, donc très d'actualité, mais j'ai hâte de voir où on va aller avec ça, parce que justement, parlant d'une bonne bande-annonce réussie, on n'en dévoile pas grand-chose dans ce film-là. Fait que très hâte de voir ça. Ouais. Exact. Fait que je pense que ça avait sorti en 2021 peut-être en France, mais voilà. Fait que L'homme de la cave à suivre. Puis François Cluzet est toujours très apprécié, puis il a souvent une bonne popularité ici. En fait, Philippe Leguet a fait plusieurs films, dont Normandie nue avec François Cluzet, mais il en avait fait beaucoup avec quelques-uns avec Fabrice Lucchini également, qui est un autre gros vendeur au Québec. Ouais. Voilà. Fait et avec raison. On peut s'attaquer aux sorties de la semaine. Allons-y avec plus léger. Moins graphique, disons ça comme ça, avec Falcon Lake de Charlotte Lebon. Oui, avec ça met en scène principalement Joseph Engel, qui on a vu récemment dans La Croisade, mais sinon qui est pas tant connu, c'est un petit Français. Et il y a Sarah Monpetit pour son deuxième rôle après Maria Chapdelaine l'an dernier. On a également Monia Chokri et Karine Gontier-Heinemann. Et c'est librement inspiré du roman graphique Une sœur de Bastien Vives. Alors, Bastien, qui est un jeune Français en visite, qui dit 13 ans, qui va avoir bientôt 14 ans, va rencontrer Chloé, qui, elle, a 16 ans. Alors qu'ils passent leurs vacances dans un chalet familial. En fait, c'est que les deux mères sont deux Québécoises amies d'enfance. C'est juste qu'il y en a une qui est rendue... la mère de Bastien, elle est jouée par Monia Chokri, c'est ça. Puis elle est rendue en France. Fait que comme ils sont en visite au Québec quelques semaines, là, ils vont dire, les deux ados, vous jouerez ensemble. Là, vous avez à peu près le même âge. Fait qu'on va voir grandir là-dedans un coming of age, un récit initiatique, dans le fond, où même s'ils ont comme un petit 3 ans de différence, il y a quand même une espèce de connexion un peu singulière qui va s'installer entre eux. Puis Bastien va suivre Chloé comme elle qui connaît plus le secteur vu qu'elle passe ces étés-là, qui se tient avec des amis un peu plus vieux. Fait qu'il va avoir ces relations-là un peu de jalousie puis qui veut exister auprès des yeux à elle. Fait que l'été va devenir un moment un peu
charnière là, dans son émancipation à lui, mais à elle également. Voilà. Oui, tout à fait. Et sur fond de trame, il y a une histoire de noyade dans le lac. Il y a quand même un côté un peu lugubre au film. Absolument. Qui est très différent de la bande dessinée. La bande dessinée était vraiment ailleurs et c'était voulu par Charlotte Lebon, qui a aussi signé le scénario, l'adaptation, qui voulait amener d'un peu plus d'elle. Et pour l'avoir entendu en entrevue, dans le fond, elle a donné un peu au film un peu les codes d'horreur. Elle voulait pas faire un film à la John Hughes ou tous ces films-là des années 80 qui étaient plus mièvres et tout ça. Elle s'est jamais sentie interpellée par ce genre de film-là pour ados. Donc, elle voulait amener un petit peu plus de noirceur mais c'est bien réussi. Parce que je dois avouer, pour avoir lu la bande dessinée que j'ai trouvée bien, je pense que j'ai mieux apprécié le film qui amène un peu plus de lourdeur, un peu plus de chair alentour de l'intrigue, porté par les deux comédiens, Joseph Engel et Sarah Monpetit, qui sont très, très bons, les deux, là, de naturel désarmant. Ils ont une chimie qui est très crédible, puis des jeux qui passent beaucoup dans le non-dit, dans des regards, des réactions. Je pense que ça va être un peu la carrière peut-être de Sarah Monpetit. Elle va se spécialiser dans le non-dit parce que son non-verbal est quand même très parlant, juste dans ses regards et ses visages qu'elle fait. Elle est très photogénique. Puis, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça, comme tu as dit, il y a une histoire, c'est ça, de fantômes. Puis elle a naturellement une fascination, on sent vers le morbide. Que lui va un peu embarquer là-dedans. Fait que c'est ça, c'est drôle parce que il y a rien qui décrit ce film-là dans le synopsis comme un film d'horreur ou un suspense, mais quand tu l'écoutes, tu le ressens comme ça quand même un peu. C'est aussi tension. par la facture visuelle, il y en a peut-être qui vont moins adhérer à cette proposition-là, mais on est en cadrage très carré, très granuleux. Ouais. D'ailleurs, le tournant Super 16 mm. Ah, bon voilà. Fait qu'il explique justement ce côté-là rustique un peu. Je pensais que ça avait été ajouté en post, mais c'est encore plus authentique. Je pensais que le film allait être intemporel, mais il y a quand même des cellulaires, puis on comprend qu'on est très contemporain. Là. Ça s'est passé cet été, là, par exemple. C'est juste que la facture visuelle est plus rétro à ce moment-là. Et ce qui est plus frappant, c'est que pour avoir lu Sarah Monpetit en entrevue, elle disait qu'elle et sa co-vedette ne s'entendaient pas très bien. En tout cas, elle avait beaucoup de misère avec le comédien. Mais elle était contente que ça apparaisse pas à l'écran. Et c'est effectivement le cas. On ne l'aurait jamais deviné. Mais non, c'est vraiment un beau film. Un film un peu atypique, honnêtement, pour le genre, mais qui donne de belles scènes, de bons dialogues. J'ai adoré les séquences entre Sarah Monpetit, Chloé et sa mère qui sont... Karine Gontier-Heinemann. C'est très drôle pour avoir une ado de cet âge-là ou presque un peu plus jeune, je me retrouvais beaucoup dans ces scènes-là. Puis c'est ça. Puis évidemment, il y a quand même une relation avec la sexualité, un point de vue sur la sexualité des jeunes, la découverte de ça, la gêne par rapport à tout ça. Comme je dis, vu que lui, finalement, il est plus jeune qu'elle, se tient avec des garçons encore plus vieux, fait que ça vient faire un gros clivage entre lui puis finalement des gars de 19 ans. Fait que, puis en plus, qui est français, fait que c'est très intéressant, je trouve, ces scènes-là. Ouais, c'est ça. Que par occasion, tu penses qu'il va être boulié, mais pas de temps, finalement. Il est comme le petit cool cousin et tout. Fait que, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce film-là. Peut-être des gens n'aiment pas se faire dire ça, mais il y a une certaine finale assez audacieuse qui c'est peut-être là que ça va diviser le public, les gens. Mais je sais pas encore si j'aime ou j'aime pas la finale, mais j'aime l'audace d'avoir fait une finale comme ça. Tout à fait. Et c'était voulu. Elle voulait quelque chose d'ouvert. Et elle-même, elle disait qu'elle aime ce genre de film-là où on n'a pas les réponses à nos questions. Et puis, oui, bravo. J'ai bien hâte de voir ce que Charlotte Lebon va faire. Indéniablement, elle a un talent de raconteuse d'histoire. Donc, j'ai hâte de voir son prochain projet. Et la raison pourquoi elle a tourné ça dans les Laurentides, parce que l'histoire, la bande dessinée, elle se déroule vraiment sur le bord de la mer en Bretagne. Puis elle dit, moi, je connais rien à cet environnement-là. Donc, quand j'avais lu la bande dessinée que je voulais l'adapter, pour moi, c'était une évidence que je voulais tourner ça au Québec, dans les Laurentides, près de chez elle. Elle a grandi dans ce coin-là aussi. Donc, elle dit, moi, je connais les lacs et la forêt. C'est avec quoi j'ai grandi. Donc, je savais comment filmer ça.
Parce que c'est une Québécoise qui fait carrière en France, c'est ça, si vous la replacez pas. Je me souviens plus quoi, mais elle a joué dans quelques films. Yves Saint-Laurent, entre autres, des trucs comme ça. Là, elle a débuté comme animatrice à la télévision, devenue comédienne, puis tout ça, c'est un peu un fruit du hasard, puisqu'elle était mannequin aussi, elle fait des arts visuels, donc vraiment multitâche. Puis... ça fait comme un certain temps que je lis sur le film, fait que là, je veux pas me mêler, puis j'ai pas revérifié mes sources, disons, avant de dire ce que je vais dire. Mais il me semble que c'est pas elle qui voulait faire cette adaptation nécessairement, mais je pense que c'est le producteur ou productrice qui lui a mis dans les mains en disant « J'aimerais ça que tu adaptes ça » ou « Je pense qu'il y a de quoi de bon à faire avec ça ». Puis ses premières versions de scénario, elle n'en était vraiment pas satisfaite. Puis c'est quand elle s'est mise à prendre une liberté sur le roman. Puis je pense que écrire, c'est déjà une difficulté, mais adapter, ça doit l'être encore plus. Fait que à quel point tu prends ta liberté. Mais je pense qu'un roman graphique, c'est peut-être plus facile à faire parce que de toute façon, si tu le fais scène pour scène, mot pour mot, souvent, ça va durer comme 35 minutes. Fait que tu n'as pas le choix d'ajouter des choses. Tout à fait. Donc, on vous invite à aller voir Falcon Lake, vraiment un film qui vaut la peine. Et en même temps, si vous aimez les bandes dessinées, découvrez l'œuvre originale Une sœur de Bastien Vivès aux éditions Casterman aussi, qui mérite d'être lue. Okay. Mais là, on peut aller dans le vrai lugubre. Ouais, allons-y avec Halloween Ends de David Gordon Green. 13e film dans l'univers Halloween, mais le 4e dans cette nouvelle chronologie qu'on peut appeler le H40, disons ça comme ça. Halloween prend fin au Québec. J'aimerais ça qu'il l'appelle Halloween Funny. Halloween Funny. C'est coécrit quand même une bonne batch. Je me souviens plus qui était là dans tout. Évidemment, David Gordon Green, Danny McBride, je pense qu'il était là dans les 3 volets. Ouais. Puis les autres, là, j'ai pas fait des recherches tant que ça. Paul Brad Logan, Chris Bernier. Je sais pas s'il était là dans les 2 autres volets. Probablement. Je ne crois pas. Non, je pense qu'ils ont eu un co-scénariste pour les 3 films. OK. Voilà, on retrouve encore Jamie Lee Curtis, Andy Matichak, qui est comme sa petite fille, voilà. Mais également, on voit l'apparition de Rohan Campbell, qu'on va suivre pas mal dans le film. Et Will Patton est toujours là, le bon vieux policier. 4 ans ont passé depuis la dernière confrontation, donc Halloween Ends, entre Laurie Strode et le fameux tueur Michael Myers. Elle vit maintenant avec sa petite fille Allison et commence à écrire ses mémoires et pour faire la paix avec son passé. Mais soudainement, évidemment, une mort étrange va venir à nouveau secouer la tranquillité des habitants de Haddonfield. Et Laurie va comprendre que Michael et le mal sont de retour dans la ville. Alors cette fois, elle entend bien, en terminer une bonne fois pour toutes. Donc, tantôt, tu avais posé une question. Oui. C'était... est-ce qu'il c'était déjà... Parce qu'on parle de la confrontation finale et tout. Est-ce qu'il y avait déjà eu dans... Parce que là, juste rapidement, c'est qu'on a eu l'Halloween... Toute part de Halloween original de 1978. Mais ce que David Gordon Green avait fait, c'est que tout de suite après, il était sauté 2018. Ça fait 40 ans. Oubliez tout ce qui s'est passé depuis dans le monde réel. Là. Puis là, on avait les suites qui étaient supposées être 3 ans de suite. Là, mais à cause de la pandémie, il y a eu une année qui n'a pas eu. Finalement. Donc, on avait déjà fait cet exercice-là en 1998 avec le Halloween H20, où on écartait les fameuses suites qui étaient rendues vraiment à 5 minutes. C'était le saut de 20 ans à ce moment-là. Et oui, à la fin, il y avait une confrontation supposément finale entre Laurie Strode et Michael Myers. Problème, le film a quand même eu un grand succès pour l'époque, donc on s'est senti obligé de faire une autre suite qui était vraiment pas très bonne. C'était comment ça s'appelait? Halloween Resurrection, ça me paraît bien. Ça se passait dans la maison. J'écoutais pas ça, mais les titres me sonnent une cloche. Donc oui, c'est ce qui est assez particulier. Donc de 3 fois au fil du temps, elle a repris son personnage, mais dans différentes chronologies. Donc, moi, j'étais très excité. J'avais adoré l'Halloween de 2018. Je crois qu'ils ont fait vraiment un très bon boulot pour reprendre l'essentiel du film d'Halloween, mais d'y amener autre chose. Le Halloween Kills m'avait un petit peu déçu. Il y avait de l'idée intéressante. Oui, il y avait de bonnes idées. Là, Puis à l'origine, d'ailleurs, c'était supposé être un diptyque. Donc vraiment, c'était supposé être Halloween et Halloween Kills. C'était supposé d'être vraiment l'histoire en 2 parties.
Même qu'à l'origine, David Gordon Green voulait tourner des films back-to-back vraiment simultanés. Il a pris peur un peu, il a dit on va en faire un, on va voir comment les gens vont réagir, puis après ça, on fera le deuxième. Et c'est en écrivant Halloween Kills qu'il a eu l'idée finalement pour le suite de l'histoire pour Halloween Ends d'en faire un troisième. Ouais. Puis probablement que l'un avait fait tellement d'argent qu'ils ont dit ben oui, mon homme, pas de problème. Ben voilà. Et faut souligner l'audace de Halloween Ends. Personnellement, j'ai été un peu déçu, je m'en cacherai pas. Mais il nous offre, et il faut faire attention ici, parce qu'il nous offre un film auquel on ne s'attend pas, qui est une démarcation. C'est un peu un film d'Halloween, mais qui n'est pas un film d'Halloween non plus. Donc, soyez avertis. Il y a quand même de très bonnes choses. Mais est-ce que la fin est aussi satisfaisante que celle qui aurait pu être de 2018? Ouais, quand la maison est en flamme. Quand la maison est en feu, puis Michael Myers est vraiment prisonnier, captif des proies et tout ça. Je trouvais qu'on avait vraiment une fin qui était plus brillante, qui était vraiment un effet qui fermait le cercle finalement. Elle a été victime dans une maison, puis finalement, elle renverse ça, puis c'est lui qui devient victime de la maison et tout ça. Donc, au niveau scénaristique, il y avait des choses plus intéressantes. Donc, Halloween Ends me laissait un petit peu sur ma faim, mais je pense qu'il faut le voir ne serait-ce que pour participer à l'histoire de cette fin, de cette dernière confrontation quand même entre deux personnages assez mythiques. Puis le film commence aussi avec débute avec justement une scène assez particulière. Ouais, assez étonnant. Qui nous situe comme l'Halloween qui serait 2019, donc un an après, ouais. Un an après les événements du premier, parce que là, on est rendu plus loin, on est rendu en 2022, mais le film se passe encore 18-19. Puis après ça, il y a comme Laurie qui va faire, Jamie Lee Curtis qui va faire une narration qu'on comprend qu'elle est en train d'écrire son livre, mais que ça nous aide à nous remémorer ce qui s'est passé dans les deux précédents volets. Fait que c'est pas nécessaire si vous dites je l'ai déjà vu, mais ça fait déjà 2 ans, je m'en souviens plus. Il n'y a pas de problème. Les scénaristes sont là pour vous. Comme tu as dit, on voit aussi les violences. Puis tous les deuils qu'il y a eu depuis tous ces volets-là, on dirait que ça vient tout lui tomber sur le dos à Laurie, alors qu'elle commence à se libérer de tout cela. On en est là pour y rappeler qu'elle n'a pas le droit d'être heureuse. Ouais. Fait que c'est des idées, souvent comme dans le précédent volet, dans Kills, que c'était tous les villageois aussi qui voulaient se venger, qui étaient comme on a tous souffert avec. C'est un peu des messages qui sont en contradiction. C'est sûr que c'est pas les mêmes parce que, en tout cas, dans Kills, ça se passe pas très bien pour tous les villageois, justement. Mais fait que ça, c'est intéressant ce que Gordon Green et l'équipe de scénaristes ajoutent comme idée, mais c'est pas toujours complètement abouti parce que rapidement, on revient à tuer du monde puis faire des sauts. Ouais. Et Jamie Lee Curtis, moi, je trouve qu'elle est brillante dans ce rôle-là encore. On voit qu'elle n'est pas tannée de le faire, puis là, elle a comme le double rôle de la grand-mère qui veut le bien de sa petite fille puis qui veut passer à autre chose, mais aussi qui a tout ce poids sur ses épaules et ces cicatrices-là, autant physiquement que mentalement. Puis, mais moi, je me demande quand même, pourquoi est-ce que tous ces gens qui ont autant de trauma puis de baggage, comme on dit, restent dans ce petit village perdu-là. Ça te fait quoi de déménager, genre, à 4 heures de là, puis d'aller, genre... se refaire ta vie. Tu sais, ça, tant qu'à travailler à l'épicerie, il va travailler dans une autre épicerie dans un autre village, puis, tu sais, arrête de côtoyer le monde qui te font peur, puis qui ont tué ton enfant, puis que, tu sais, voyons donc. C'est sûr qu'il faut suspendre la logique quand on voit ce genre de film-là. Et même avec Michael Myers, on apprend qu'il s'est terré pendant ces 4 années-là. C'est bon... c'est ça. Il faut le prendre avec un grain de sel quand même. Là, tu vois, alors que comme dans toutes ces sagas de films-là, des Freddy, Freddy des Nightmare est déjà très mystique à cause qu'il est dans les rêves et tout. Mais mettons Jason là, qui devient immortel, puis ces affaires-là d'un Vendredi 13, il y en a un petit peu là-dedans de mysticité, là, de le pouvoir du mal, mettons, sans mettre trop... sans beurrer trop épais, tu le sens qu'il y en a un peu, puis ça peut être un petit clin d'œil à tout ce qui s'est passé dans tous les autres volets, justement. Il y a des petits fun facts, peut-être qu'on avait déjà parlé l'an dernier dans l'autre volet, mais Jake Gyllenhaal, c'est le neveu de Jamie Lee Curtis. Ah, je savais pas. Puis, c'est ça, fait que je sais pas leur relation des parents à Gyllenhaal, pourquoi tout le monde se connaît, mais bref, il est leur godson, il est son godson. Puis c'est lui qui a téléphoné parce que lui avait fait le film Stronger avec David Gordon Green qui était sur, on en parlait quasiment la semaine passée, mais tu sais, le marathon de Boston, il y avait eu des attentats. Puis Peter Berg avait fait un film sur cette chasse à l'homme, mais Stronger, c'était
sur un individu, donc joué par Gyllenhaal, qui perdait ses jambes pendant l'explosion du marathon et qui, avec la force, réapprenait à courir, à marcher et à vaincre ce traumatisme-là. Bref. Fait que c'est pour ça qu'ils se connaissent. Fait qu'il a appelé Jamie Lee Curtis en disant « Hey, ma tante, ma reine, mon ami Gordon Green aimerait faire une trilogie. Ben, c'était peut-être pas une trilogie, mais une suite à Halloween, etc. Je pense que tu devrais le rencontrer, il serait intéressant. » Puis elle a dit, ben, je m'attendais vraiment pas à ça. T'sais, moi, je pensais plus jamais refaire d'Halloween. Là. Ça faisait justement le H20, faisait déjà 20 ans, puis c'était loin derrière moi. Mais elle a dit, je suis tellement content de l'avoir fait parce que, j'ai eu beaucoup de plaisir sur le tournage, mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, ça a comme reparti ma carrière, mais pas en tant qu'actrice nécessairement. Elle est productrice des films. Elle a sa compagnie de production, mais elle a aussi un partenariat avec Blumhouse pour ces films-là. Elle a écrit un film d'horreur qu'elle va réaliser, Mother Nature, qui va sortir prochainement. Fait que ça doit être aussi avec Jason Blum qui l'a un peu motivé à faire tout ça. Elle produit des émissions de TV, elle achète des droits de romans pour les adapter. Fait qu'elle est comme... repartie. Ouais, c'est ça, genre, c'est comme si elle quitte un peu actrice et tout, là. Tu sais, quoi qu'elle était dans... Knives Out, oui. Ouais, puis voyons, avec Michelle Yeoh aussi, dans... oui, Everything, Everywhere et tout. Mais bon, peut-être je pense pas qu'elle a été castée à cause de Halloween, le dernier, nécessairement. Là, mais voilà, fait que pour elle, ça a comme remis sa carrière dans une raille différente qu'elle pensait pas avoir, celui d'être plus productrice. Et tant mieux aussi, parce qu'on sait que pour les femmes de cet âge-là, c'est dur à Hollywood. Là, dès qu'on frappe la mi-quarantaine, généralement, là, c'est pas évident là, de se rendre, de continuer au même niveau. Donc, tant mieux aussi si on peut offrir des beaux rôles de femmes fortes à des femmes d'un certain âge. Bravo pour ça. Ouais, puis je sais pas, je connais pas, puis tu sais, on peut juger, mais on n'est pas là comme à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour continuer à avoir des rôles puis à se faire juger et tout, mais elle a de l'air de quelqu'un qui a pas fait trop de compromis de chirurgie esthétique et tout dans sa vie. Je me souviens aussi du film assez mauvais, là, mais c'est-tu Noël chez les Cranks ou quelque chose comme ça avec Tim Allen? Puis elle assumait d'être un peu... tu sais, elle voulait justement perdre du poids puis se faire bronzer. Là, c'était comme une famille qui ditchait Noël pour aller dans le sud. Là, fait que des sessions de bronzage et tout. Puis... non, ça fait longtemps qu'elle n'a plus la silhouette de True Lies, on s'en cachera pas, mais c'est correct puis là, aussi qu'elle assume ses grands cheveux blancs, gris-blancs. Tout à fait, c'est jamais fait teindre les cheveux, donc non, c'est tout à son honneur. J'ai trouvé, si on peut revenir un peu aux influences d'Halloween Ends, je disais tout à l'heure qu'on a un peu quitté le moule Halloween. Je pense qu'il y a beaucoup de rapprochements à faire avec un autre film de John Carpenter qui est Christine. Je dans l'ai pas le vu, film d'Halloween Ends où le personnage de Corey, donc qui devient le chum de Ashley, c'est ça? Allison, merci beaucoup. Fait penser beaucoup au personnage aussi dans Christine, une espèce d'ado un peu mal dans sa peau et tout ça. Là, donc, je pense qu'ils sont allés chercher beaucoup d'influence dans l'histoire, dans le ton de Christine. Ouais, puis je pense que faire des clins d'œil à John Carpenter, c'est pas une mauvaise chose. Il y a voilà. Au début, justement, il écoute un film, il écoute The Thing à la télé. Et on se souvient, dans l'original, c'était le vieux The Thing des années 50 qu'on voyait à la télé. Ah ouais, OK. Ouais. Ah bon, mais encore qui avait déjà planté un petit truc. Mais je pensais que Carpenter avait inventé The Thing. Non, okay. Ça, c'était vraiment un ses films préférés d'enfants qui voulait retourner un jour. Donc, quand on disait que c'est la dernière mouture, ben, c'est sûr que Michael Myers va revenir. On ne se fera pas d'illusions. Il y a trop d'argent. Mais je pense qu'il est vraiment dans cette dernière incarnation-là. Je pense que c'est vraiment terminé. On parlait déjà de Jamie Lee Curtis quand même qui est assez âgé. Là, fait que, même chose, si on se met dans la chronologie des films, Michael Myers aurait dans soixantaine aussi. Là. Donc, à un moment donné, on ne tournera pas des films jusqu'à temps que les personnages aient 90 ans. Et d'autant plus qu'on parlait des producteurs du studio Blumhouse. Eux, ils avaient juste négocié une entente de 3 films avec le producteur qui détient les droits d'Halloween. Donc, est-ce qu'il va renouveler avec Blumhouse? C'est pas impossible. Peut-être qu'il va aller magasiner ça aussi ailleurs. Mais donc, là, comme on parlait d'entrée de jeu, si eux, ils vont faire des exorcismes puis tout, sur Blumhouse fait toujours des films d'horreur, là, mais à un moment donné, s'ils ont prévu les sortir dans la période d'Halloween et tout,
vont sûrement laisser passer au moins ces 3-4 ans-là. Ah oui, assurément. Fait que c'est ça. Je pense que c'est juste une question de comment faire sans Jamie Lee Curtis, puis sans peut-être Laurie, ou tu moi, je pense recommences. Oui, un peu comme il avait fait avec Rob Zombie, tournant au milieu des années 2000. Là. On avait tenté de repartir la franchise avec une autre version. Moi, j'ai l'impression que ce qui va arriver probablement, effectivement, là, dans 4-5 ans, quelque chose comme ça. Là, on va laisser cette incarnation-là vivre encore quelques années. Bon. Moins lugubre et plus sexy, le film Des étoiles à midi, Stars at Noon, qui est un film de Claire Denis. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait un film de Claire Denis à l'affiche avec Amour et acharnement. Et cette fois, elle a tourné en anglais. Et c'est d'après le roman de... ça doit être Dennis Johnson, et pas Denis Johnson. C'est un roman qu'elle voulait adapter depuis très longtemps, d'ailleurs. Alors, c'est avec Margaret Qualley, qu'on a vu dans Ma Salinger Year, là, de Philippe Falardeau, Mon année Salinger. Puis, elle était aussi dans Once Upon a Time in Hollywood. Elle faisait une des supporters de Charles Manson. Joe Alwyn, qui est beaucoup moins connu, un Anglais qui était dans The Favourite ou Harriet. Et Benny Safdie, qu'on a vu récemment dans Licorice Pizza, là, qui faisait c'est le député homosexuel, mais qui est surtout connu pour son travail de réalisation, le Good Time, Uncut Gems. On suit une genre de journaliste chroniqueuse qui a écrit un article sur la corruption au Nicaragua, qui est justement une pigiste, disons, peu fiable, sauf que là, à cause du travail qu'elle a fait, elle s'est fait saisir son passeport puis elle est un petit peu coincée au Nicaragua. Fait qu'elle a juste un peu d'argent de la monnaie locale qui est très dévaluée, puis elle va quand même un peu se prostituer pour avoir, pas auprès de n'importe qui, mais disons auprès de personnes influentes pour un peu rester en vie puis avoir une certaine protection en essayant de peut-être trouver le moyen de quitter le pays. Fait que amenée dans le bar d'un grand hôtel où elle va faire son tour, voir s'il y a du monde qui ont bien de l'argent, elle va aborder Daniel, qui est joué par l'anglais Joe Alwyn, qui est un consultant anglais d'une compagnie pétrolière. Fait que là, ils vont avoir une assurance mutuelle qui était à la base une transaction sexuelle, mais qui va devenir vraiment une relation assez torride entre les deux. Mais elle va se rendre compte que peut-être que cet amant, il cache ses véritables activités, puis c'est pourquoi il est réellement là. D'ailleurs, qui semble intéresser un agent de la CIA assez... comment dire ça, non? Pas convaincant, mais... fier, là. Attends, orgueilleux? Non, pas orgueilleux, mais j'ai raté la finale de ma phrase, mais qui s'impose beaucoup, finalement. Ouais, bref, ça va faire la job. Fait que, fun fact, en fait, Margaret Qualley, c'est la fille de Andy McDowell. Puis, lui ressemble quand même pas mal, justement, les cheveux frisés aussi et tout. C'est un film qui démarre très néo-noir, là, polar, la musique faite par le band Tindersticks, très jazz, un peu lugubre. Il y a une tune officielle aussi là, qui s'appelle Stars at Noon, un petit peu bossa nova, là, qui vont venir sur laquelle ils vont danser langoureusement éventuellement. Le film avait remporté à Cannes le Grand Prix. Fait que c'est pas mal le prix le plus haut après la Palme d'Or. Il était en nomination pour la Palme d'Or. Il a gagné ex aequo le Grand Prix avec Close de Lucas Dont. L'histoire originale se déroule par contre en 84 dans la Révolution au Nicaragua. Mais là, on l'a adapté à la situation pandémique. Ça a été tourné en décembre 2021. Fait qu'il y a des masques à l'occasion dans le film. On comprend que c'est peut-être aussi une des sources pour laquelle il est quand même coincé dans le pays. Il y a tout ce fléau-là qui doit nuire au voyage international et tout. On fait aussi, je pense, je connais pas tant l'œuvre de Claire Denis. Là. J'avais vu High Life, mais qui est déjà, je pense, un peu un ovni dans ses affaires, film de science-fiction, que c'est moins un genre qu'elle va faire, mais elle a des thèmes récurrents. Il y a souvent une grosse présence de la sexualité. Ouais. Et on accuse le colonialisme quand même là-dedans. Là, on voit que les Blancs s'en sortent beaucoup mieux, puis quand ils arrivent avec l'argent américain, c'est les rois, etc. Là, qui profitent quand même du système à leur façon. Elle crée beaucoup justement d'ambiance de moite et sensuelle et c'est ça, c'est très sexu comme film, mais des fois on perd un peu cette tension, son désir de sauver et de qui est ce monsieur dans toute cette histoire-là. C'est un film qui dure quand même 2h15, puis au final je trouve qu'il se passe pas grand-chose pour être aussi long, mais visuellement et esthétiquement, on a vraiment bien développé quelque chose. Mais peut-être que des fois, même les personnages sont pas si clairs que ça. Qualley joue super bien, mais des fois, il va y avoir des scènes où elle devient un peu comme une gamine là, qui crie et qui devient très
explosive et tout, que ça a pas l'air d'être dans le personnage, fait que ça, c'est pas clair. Puis à côté de ça, Alwyn qui est toujours habillé dans une espèce de complet de lin blanc un peu, là. Fait qu'il a l'air un peu beige et fade à côté d'elle. Cela dit, il y a beaucoup de bonnes qualités, puis j'ai quand même apprécié mon visionnement justement pour l'esthétique et le style. Ça a été filmé au Panama et non pas au Nicaragua parce qu'il y a eu là, je suis pas si bon en politique, mais il y a eu une réélection d'un président, puis elle, Claire Denis, voulait pas aller là-bas parce qu'elle était à l'encontre de ce président-là, fait qu'elle préférait aller au Panama. Et le personnage de Joe Alwyn devait initialement être joué par Robert Pattinson parce qu'après le tournage d'High Life, elle avait dit tu serais parfait, puis c'est vrai qu'il aurait été très bon pour ce genre de rôle. Et là, le tournage a été déplacé, Pattinson ne pouvait plus, ça a dû être Taron Egerton. Et là, même chose, ça a été déplacé, il ne pouvait plus. Puis là, c'est devenu Joe Alwyn. Fait que voilà, mais je pense que ça a toujours été Margaret Qualley attachée. Pour Stars at Noon, des étoiles à midi, si vous êtes plus justement un peu polar, néo-noir, comme on appelle. Et dans les autres sorties, là, j'avais dit que Sans Fil sortait pas. Triangle of Sadness, qui est le gagnant de la Palme d'Or, donc qui l'a shippé à Claire Denis, de Ruben Östlund, mais c'est qui sort à Montréal. Alors, si vous êtes dans cette région, chanceux vous êtes, vous pouvez le voir dès ce vendredi, dès le 14 octobre. Par la suite, le 21 va ouvrir dans quelques marchés et le 28 devait être disponible partout où les propriétaires de salles veulent bien le diffuser. Alors, c'est un film sur un gros navire luxueux où les classes sociales vont s'entrechoquer après qu'un malheur survienne sur la croisière. Et ça, on a très très hâte de voir ça. Oui, absolument. C'est tout. Il n'y a pas de temps de sortie cette semaine. Peut-être pour ça qu'on a parlé en long et en large de chacun des films. On n'a pas de documentaire, on n'a pas de... Non, en tout cas, on me l'a pas communiqué si c'est le cas. Mais la semaine prochaine, là, on a encore une rasade de films. Moi, il y a Coupé de Michel Hazanavicius. Là, effectivement, on doit être dans les derniers droits de films d'horreur. Je pense pas que quelqu'un va oser en sortir un le 28 octobre, mais le 21, il y a ça qui est plus dans la comédie d'horreur, ce qu'on n'avait pas eu encore au cinéma cette année. Il y a Black Adam qui, il paraît, révolutionnerait peut-être le game changer pour les films de super-héros à découvrir dans le plus léger comédie romantique Billet pour le paradis, Ticket to Paradise avec George Clooney et Julia Roberts. Et pour aussi les femmes de cinéma plus international, Décision de partir, Decision to Leave de Chan-wook Park, qui avait aussi été présenté à Cannes. Je ne sais pas s'il a gagné quelque chose. Je pense qu'il a gagné meilleur réalisateur, mais je vous en dirai plus la semaine prochaine quand j'aurai fait mes recherches. D'ici là, écrivez-nous au balado au singulier à commercial-monciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite une bonne semaine de cinéma, du bon popcorn, et si jamais vous voyez quelqu'un avec un masque puis qui parle pas puis qui vous suit, courez vite.